J'ai vécu pendant 1 an et demi dans 18 mètres carrés avec mon ex. Je suis un vrai produit du capitalisme et de l'économie libérale. La seule chose que je me dis c'est putain j'espère que je vais pas être comme elle en fait. Que la structure du mariage est presque obsolète en fait. C'est génial et c'est extrêmement accessible. Je pense que j'aurais travaillé dans le sport. Personne ne m'en a parlé. Presque avec des problèmes juridiques honnêtement. Au bout d'un moment c'est fatigant quoi. Fait mieux que parfait. Je suis quelqu'un qui court beaucoup après l'admiration des autres. Je n'ai pas de vie familiale, sociale ou amoureuse. C'est le mood de cette année, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Youhou. Alors attendez, je pause pour la miniature sinon je vais oublier. C'est bon, yes, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, j'avoue que mon quotidien est un petit peu redondant, mais je commence à m'habituer bien au rythme professoral. Si ce n'est que je n'ai pas été payée pour l'instant pour ce mois. Le mois où je suis bien à découvert, ça tombe bien, j'adore les problèmes. J'aime bien dans ma vie parce que vraiment on s'ennuie jamais. Genre, quand j'ai résolu un problème, il y en a toujours un nouveau qui advient et c'est bien parce que ça me permet de voir à quel point je suis combative, à quel point je supporte l'adversité jusqu'au jour où je vais péter les plombs et je vais vraiment sombrer dans la folie. Toutes les semaines il y a quelque chose. On m'a dit oui, quand tu es entrepreneur, tu as des galères tout le temps, etc. et tout. Mais oui, ok, mais je suis pas entrepreneuse. Je suis fonctionnaire. J'aimerais qu'il y ait les avantages du fonctionnariat comme la sécurité de la paye. Mais bon, on va rester positif. Je me suis dit que au lieu de vous filmer une énième semaine en tant que professeur, puisque ça va à peu près être toute mon année, je me suis dit qu'on allait faire une petite FAQ et vous m'avez posé des questions hyper intéressantes. Alors je suis désolée, je suis sur Instagram en même temps pour retrouver les questions. Ah, vous m'avez posé plein de questions, je suis trop flattée. C'est très gentil. D'ailleurs, merci beaucoup. Alors, une des questions qui revient tout le monde, c'est comment tu fais pour tout gérer et rester focus sur tes objectifs, comment tu fais pour ne pas tomber en burn-out, comment tu fais pour avoir ce rythme de vie, etc. Comment arrives-tu à ne pas te sentir fatiguée sous l'eau avec tout ce que tu fais, j'admire. Déjà, merci beaucoup de me trouver aussi active, c'est vraiment super gentil, je trouve ça très flatteur. Je vais être assez honnête, je n'ai pas de vie les amis. Je n'ai pas de vie familiale, sociale ou amoureuse. Voilà. C'est-à-dire que tout mon temps est alloué soit au sport, soit au travail, soit un petit peu à la détente, en mode chill un petit peu, en mode mon ménage, etc. et tout, mais je n'ai pas d'autres activités dans la vie, ce qui déjà fait beaucoup, donc faut un peu démystifier la productivité. Productivité, ça se fait entre guillemets au prix de sacrifice. Alors sacrifice, c'est un côté très amélioratif, courageux, vaillant, etc. Comme s'il fallait des qualités morales supérieures pour se sacrifier, alors que non, j'ai juste entre guillemets fait des choix par rapport à ce qui me convient le mieux et par rapport à mes objectifs de vie. Voilà, j'ai mis tout un pan de ma vie de côté, donc les amis, les amours, la famille, etc. et tout ce qui est relations sociales, parce que disons que je ne me sentirais pas accomplie dans ma vie tant que je n'aurais pas réussi. Et pour moi, réussir, qu'est-ce que c'est, puisque c'est différent pour tout le monde, c'est vivre d'un métier où déjà j'ai une certaine renommée et une certaine considération qui m'épanouit, c'est-à-dire que j'aimerais gagner de l'argent suffisamment pour vivre et potentiellement pour en redonner un petit peu à tous ceux qui m'ont aidé pour faire mes études, etc. avec un métier qui me plaît, c'est-à-dire la philosophie, les vidéos, etc. tout en prenant énormément de plaisir à ce que je fais. Je suis quelqu'un qui court beaucoup après, l'admiration des autres. J'ai beaucoup besoin qu'on me dise que je suis géniale et que ce que je fais c'est incroyable. Je suis quelqu'un qui est un petit peu regardez-moi, je fais plein de choses, regardez-moi, je vais à la piscine, regardez-moi, je prépare le CAPES. Je suis un peu genre regardez-moi, faut avouer les choses, J'ai plein de qualités mais j'ai aussi des défauts. J'ai un petit peu besoin d'être admirée, appréciée et même j'ai envie de dire pas encensée, c'est un petit peu fort mais vous voyez l'idée quoi. J'aime beaucoup qu'on m'admire en fait et je sais que on va dire une des choses qui me va donner le plus d'adrénaline, qui va me donner le plus de bonheur dans ma vie, ça va être la réussite professionnelle notamment. Le fait je sais pas d'avoir le CAPES, je pense que le jour où j'ai le CAPES je dors pas pendant 10 jours. Vraiment je ne pourrais pas dormir d'excitation. Extraordinaire pour moi, ça va être euphorisant au possible. Le jour où je sais pas où j'aurai la grecque ou autre, ça pour moi ce sera un level de bonheur au niveau et je pense qu'il y a rien pour moi qui pourra égaler ça. D'ailleurs j'ai un ami qui m'a dit tu verras le jour où tu auras le CAPES, tous les sacrifices que tu auras fait auront repris sens et tu sentiras un niveau de bonheur que tu n'as jamais senti auparavant. Alors vous allez peut-être vous dire oh là c'est que le CAPES, qu'est-ce qu'elle nous fait chier avec son CAPES, ça va c'est un concours pour être prof, t'es pas en train de devenir magistrate ma grande. Certes les amis mais bon quand il est à 10% de réussite c'est quand même un bel accomplissement si je puis me permettre et puis même sans être à 10% de réussite ça reste un concours c'est difficile, qui plus est quand tu travailles à côté ou quand tu viens pas d'un milieu social extrêmement favorisé et donc ça te demande beaucoup d'efforts, enfin c'est dur pour tout le monde en fait. Après pour des conseils plus pragmatiques, comment je gère toutes ces activités, là c'est vrai que j'ai vraiment forcé cette année, j'en ai beaucoup, mais en fait j'essaie de prendre un problème à la fois. J'essaie de souffler et de prendre un problème à la fois, vraiment, d'éviter d'être trop dans la procrastination. Alors c'est-à-dire que je me débrouille toujours pour essayer de travailler très régulièrement. Moi je suis pas quelqu'un qui a des pics de productivité, je suis
quelqu'un qui est vraiment en ligne droite. Vraiment, je suis une ligne droite, mais je n'arrête jamais de marcher. Jamais, 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 jamais. J'avance pas très vite, hein, vous allez voir, je vais avoir le CAPES en 3 fois, mais au bout d'un moment, j'arrive à la ligne d'arrivée. Je suis un peu une tortue, mais qui avance, qui avance, qui avance toujours. Le truc, c'est de faire un petit peu, mais tout le temps. Ranger mon appart un petit peu, mais tout le temps. Là, j'en ai un article à écrire, j'en ai fait un petit peu, je vais en refaire un petit peu aujourd'hui, j'en ferai un petit peu demain, et au bout d'un moment, j'arriverai à mon objectif. J'essaie vraiment de découper mes tâches. Pareil pour le sport, je suis pas quelqu'un qui va passer 2 heures à la salle ou qui va courir des 12 bornes. Non, au bout d'un moment, juste ça me fait chier, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, mais je vais faire un petit peu tous les jours et tout ça cumulé va me permettre de faire des choses pas si mal que ça, quoi. Mais vous voyez, je cours pas énormément, je fais des 5-6 bornes et ça me va très bien. À la piscine, je nage 2 km et je fais jamais plus. Et vous voyez d'ailleurs, je suis même pas dans une grosse progression. Ça fait 4-5 ans que je fais du sport, j'ai pas un niveau de zinzin. À la natation, je fais toujours 2 km, j'ai jamais beaucoup progressé. Parce que déjà, je suis pas capable de faire beaucoup mieux, honnêtement. Où il faudrait vraiment que je me concentre sur cet objectif. Et voilà, même le CAPES, je le bosse pas énormément. Aussi, un autre truc, c'est vraiment ma devise, c'est fait mieux que parfait. C'est-à-dire que je suis pas perfectionniste. Alors j'essaye de faire vraiment au mieux, etc. J'essaye de faire des choses bien. Je trouve que mes cours de philo sont bien, je trouve que mes entraînements sport sont bien, etc. Mais c'est pas parfait. Il y a des fois, je vais courir, je cours 4 km et j'en peux plus, mais j'y vais. Typiquement l'exemple des vidéos. Les vidéos, il y a des vidéos, des fois, ça me fait chier. Enfin, c'est pas ça me fait chier, c'est j'ai pas le temps. Typiquement, cette semaine, j'ai un devoir de 7 heures samedi. D'habitude, le samedi, c'est une journée où je monte mes vidéos. Donc je vais devoir faire une vidéo, probablement celle-là, qui sera faite mieux que parfaite. C'est-à-dire que je vais la faire, mais il y aura moins d'effets de montage. Mais ce sera fait. Mais je me rends compte que voilà, cette perfection, cette quête du travail absolument achevée, ça peut pas marcher tout le temps et pour tout. Ah, j'ai adoré cette question. Comment tu fais pour te détacher du regard des autres sur YouTube sans make-up, etc. Alors j'avoue que déjà il y a des questions pragmatiques. Je vais pas vous mentir, me maquiller tous les jours, m'apprêter, faire des stories en étant toujours apprêtée, machin, belle et tout, ça me fait chier, j'ai pas le temps. Il faut vraiment qu'on parle du fait que ça prend un temps considérable d'être jugée comme belle. C'est-à-dire d'être coiffée, d'être brochée, d'être maquillée, d'être apprêtée, de prendre soin de son corps, de prendre soin de ses ongles, de s'épiler. C'est un temps de malade. Et en plus, quand tu commences à rentrer dans cette quête de l'esthétisme, dans cette quête de la beauté, tu ne t'en sors jamais. Regardez les youtubeuses, moi les youtubeuses je les suis, mais elles ont un temps considérable toutes les semaines avec un budget immense qu'elles ont de par leur activité de youtubeuse ou d'influenceuse, peu importe, mais elles passent un temps considérable de leur vie à essayer d'être belles, à aller chez l'esthéticienne pour les sourcils, à aller se faire épiler, à aller chez le coiffeur, à aller faire les ongles, à se faire masser, du laser de je sais pas quoi sur le visage, c'est des crèmes qui coûtent un SMIC, c'est insupportable, ça ne s'arrête jamais. Vous voyez bien que le monde de l'esthétisme et de la beauté, c'est un puissant fond, c'est un business immense, je sais pas combien de revenus, enfin en tout cas de richesses, de ventes correspondent le monde de la beauté, mais c'est affolant. Vous voyez bien qu'il y a vraiment tout un truc de surenchère où en fait la beauté ça s'arrête jamais. T'as toujours plus de crèmes, toujours plus de propositions pour prendre soin de soi, toujours plus de services qui sont proposés pour être belle. Ça ne s'arrête jamais, au bout d'un moment faut arrêter. Enfin à la fin de la journée t'es comme tout le monde, t'es démaquillée dans ton lit, avec tes cheveux qui sont dégueulasses, dans un pyjama qui est probablement pas beau. Faut arrêter de se travestir tout le temps. Après c'est pas pour autant que je juge que tout cet attirail, toute cette mise en scène de soi est mauvaise. Je juge pas ça de manière normative. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste que moi j'ai des fois envie juste de filmer avec ma vieille gueule. J'ai envie de filmer en sortant de la douche. J'ai pas envie de prendre des plans, de passer 45 minutes à me coiffer, me maquiller, me doucher, me machin pour filmer un plan de 10 minutes. Ou d'un moment c'est fatigant quoi. C'est fatigant et c'est pas pour autant que j'aime pas prendre soin de moi, c'est faux. Je prends énormément soin de moi. Je m'apprête, je fais beaucoup de sport, je fais extrêmement attention à ce que je mange, etc. Mais j'ai pas envie de passer autant de temps à m'apprêter, enfin. Et puis merde, enfin j'ai tellement autre chose à offrir que mon physique, enfin j'ai autre chose à apporter. Et s'il y a des loupards ou des meufs qui se disent ah elle est moche parce qu'elle se filme démaquillée, bah grand bien vous fasse. Franchement, je me trouve pas moche, je trouve que je suis une belle femme, mais surtout je trouve que je suis intelligente et que je suis drôle, c'est surtout ça que je pense de moi, je trouve que c'est trop. Ensuite, ah bah tiens, quel est ton style vestimentaire idéal? Écris-tu, aimerais-tu écrire et quoi? Alors style vestimentaire idéal, j'avoue que moi j'achète beaucoup de pièces sur Vinted et je me dis oh sympa, pas sympa, etc. Je vous mettrai à l'écran des styles que j'aime bien, mais j'essaye un peu de me détacher de ça, de tout ce qui est style vestimentaire sur Instagram, etc. parce que je trouve que c'est assez frustrant, parce qu'en général les pièces que portent les filles sur Instagram, des styles que j'aime bien, c'est toujours des chaussures à 150, 200 euros, des robes à 200 balles, etc. donc des choses que je peux pas m'offrir, et donc il y a un côté assez frustrant, donc j'essaie de me défaire de ça. Moi je suis assez classique, je m'y connais pas trop en mode, mais c'est vrai que j'aime bien les vêtements. Honnêtement j'aime bien les vêtements. C'est vrai que si j'avais plus d'argent, je passerais peut-être plus de temps à essayer de me faire des styles un peu particuliers. Je saurais pas qualifier le style que j'aime bien. En tout cas ce que j'aime bien c'est tout ce qui est blazer, tout ce qui est costume, tout ce qui est robe élégante, pièces simples mais très élégantes. Par exemple le style vestimentaire de, comment elle s'appelle, l'élégance à la française, moi j'aime bien. Tout ce très classique et un petit peu sexy, j'aime bien aussi. J'aime pas quand c'est mémérisant, enfin mémérisant ça a une connotation péjorative, mais vous voyez tout ce
qui est ample, etc. j'aime pas trop. Et qu'est-ce que j'aimerais écrire? J'aimerais bien écrire de la philosophie. Ou la biographie de la vie de mon père, qui a une vie hyper intéressante. J'ai pas grand chose à écrire sur ma vie, parce qu'il se passe pas grand chose. J'adorerais écrire de la philosophie politique. Faire une thèse sur un sujet de philosophie politique et après écrire un livre, ce serait une folie. Honnêtement, je me sens pas la légitimité. Vous allez me dire oui, gna 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 gna, c'est de la fausse modestie, mais non. Parce que je connais plein de gens extrêmement brillants qui, eux, écriront inévitablement parce qu'ils sont brillants. Et je sais très bien que pour l'instant, je suis pas à leur hauteur. Et c'est vraiment pas de la fausse modestie, c'est juste au bout d'un moment, il faut se replacer aussi dans l'ordre des choses. Et je sais que intellectuellement, il me reste encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir produire moi-même un contenu intéressant. J'ai pas assez lu, j'ai pas assez emmagasiné de connaissances, j'ai pas une assez grande culture. Je le sais, je vois des gens brillants et c'est pas négatif, péjoratif, au contraire, moi je vois ça comme un horizon qui m'attend, un horizon de progrès, de perfectibilité, et je trouve ça super, mais j'ai énormément de travail à faire en termes de culture, en termes d'apprentissage avant de pouvoir écrire un jour un truc pertinent. Même j'écris pas très bien honnêtement. J'ai beaucoup de choses à combler, mais c'est pas grave parce que ça veut dire que j'ai plein de choses à faire pour l'avenir et plein de choses à progresser, et ça c'est super stimulant. On se rencontre en vrai, ça fait un moment qu'on discute maintenant. Alors c'est vrai que j'adore discuter avec vous, j'essaye de répondre au maximum aux messages, etc. J'avoue que pour les rencontres en vrai, j'aimerais trop, hein. Et vraiment dès que j'ai du temps, j'essaye. Cet été, j'ai vu plein de filles, même des garçons. Vraiment, j'essaye. Le prenez pas mal si je réponds pas trop à des sollicitations pour se voir en vrai, c'est que je vois personne. Je n'ai pas de vie, comme je vous l'ai dit. J'arrive même pas à voir ma propre famille ou amis proches. Enfin, c'est juste que pour l'instant, je pense que tant que j'aurai pas le CAPES, je vais avoir du mal à lâcher un peu du lest, vous voyez. En tant que prof, y a-t-il des désillusions dans ta nouvelle vie de prof? Alors j'avoue que l'année dernière j'ai eu une grosse désillusion sur l'institution. Je peux pas vous en faire une vidéo parce qu'en fait l'année dernière ça a pris des proportions effrayantes. Ça m'a vraiment fait du mal. Alors c'est bon, c'est passé, ça a pas été aussi dur que d'autres choses, mais ça m'a vraiment mis dans le mal parce que ça a pris des proportions vraiment dingues, où je me suis retrouvée presque avec des problèmes juridiques, honnêtement. Dans le dernier établissement avec mon histoire de chaîne YouTube, je me suis retrouvée dans une situation mais horrible, avec des gens qui avaient 2-3 fois mon âge, qui étaient dans l'institution depuis des années, et moi, pauvre petite contractuelle qui enseigne même pas depuis 6 mois, je me suis fait vraiment marcher dessus pour des trucs totalement illégitimes, hein, puisque j'ai consulté des syndicats, etc. Évidemment, j'avais pas de tort. Si j'avais des torts, c'était des tout petits torts qui méritaient vraiment pas toutes ces choses terribles qui me sont arrivées. Enfin, terribles, j'en fais peut-être des caisses, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme tel. Donc, grosse désillusion, déjà du monde du travail, de voir que même dans les milieux professoraux, il y a des gens qui sont malveillants, des gens qui aiment le pouvoir, des gens qui sont là pour écraser les autres, des gens qui sont vraiment tordus, de voir que même dans un milieu où on s'occupe de gens, qui plus est, d'enfants extrêmement défavorisés, qu'ils ont à leur charge un public fragile, précaire, etc. La plupart de mes désillusions sont autour de l'institution. Vraiment, l'institution professorale. Je pensais que être prof, c'était vraiment la sécurité, genre que t'allais avoir ton salaire tous les mois, que le salaire allait être un peu stable, etc. Pas du tout. C'est vraiment un peu la roulette russe, et ça, je trouve ça inadmissible, honnêtement. Mais là, dans mon nouvel établissement, ça se passe extraordinairement bien pour l'instant. J'ai vraiment des collègues sympas, gentils. La chaîne YouTube, personne ne m'en a parlé. Même les élèves n'ont pas vraiment été regardés. J'ai une élève qui m'a parlé il y a 2 jours et qui m'a dit « Oh, apparemment vous avez une chaîne YouTube, j'ai pas regardé. » Et je me suis dit « Ah yes !» Vraiment, en fait, ils en ont rien à carrer, quoi. Ou peut-être que ça intéresse 5-6 élèves, filles, je sais pas, qui se disent « Je vais regarder le contenu de la prof. » Mais en fait, c'est pas un sujet. Il y a pas un seul prof qui est venu me voir. Il y a personne. On m'a laissé tranquille. Ça n'a pas été un sujet du tout. Je sais même pas si les gens sont au courant, en fait. Les élèves, oui. Autrement, non. Je leur ai juste dit « Vous ne me suivez pas, vous ne me contactez pas sur les réseaux. Je ne répondrai pas ou je bloquerai. Vous ne commentez pas mes vidéos ou autres. » Voilà, j'ai mis les points sur les i. Et c'est tout. Ça s'est arrêté là, et ça pour moi ça a été ça m'a fait du bien. Mais honnêtement ils sont géniaux, et là pour l'instant j'ai pas de désillusion, si ce n'est peut-être je pense le salaire. Et en fait j'adore le côté très actif et très interactif du métier, c'est-à-dire que dans ce métier tu ne t'ennuies pas. Et c'est ça, moi ce que je déteste, c'est l'ennui, c'est la passivité, c'est être assis sur une chaise, et j'adore les interactions avec les terminales. C'est un véritable plaisir. Après encore une fois je suis dans un établissement privé, c'est pas du tout les conditions d'enseignement du public. Bon établissement privé, j'apprends énormément. C'est hyper épanouissant, je pense que je pouvais difficilement rêver mieux pour le coup. Et d'ailleurs ça me donne très envie de passer le CAFEP et pas le CAPES, mais comme je vous ai déjà dit, le CAFEP est aussi dur que la grègue. Au bout d'un moment je vais pas me retoler une énième fois. Mais c'est vrai que si j'avais le CAFEP je pourrais potentiellement rester dans cet établissement. Donc voilà, et vraiment ça se passe très bien cette année. Quel conseil donnerais-tu aux nouveaux profs ou à ceux qui aspirent à l'être? Je vous dirais de prendre du plaisir. Faites des choses qui vous faites kiffer en classe. Prenez du plaisir, parce que si vous prenez du plaisir, les élèves prendront du plaisir avec vous. N'essayez pas trop de vous comparer sur la manière de faire les cours. Chaque prof fait ses cours de manière très différente, il faut faire ce qui vous convient le mieux. Moi je sais que j'ai un petit cours un petit peu magistral où les élèves écrivent pas mal, etc. Mais moi je trouve que intellectuellement c'est stimulant, j'aime bien. J'aime faire cours comme ça, mais mon collègue fait tout à fait différemment. Mais vraiment, à chaque prof sa manière d'enseigner. Il faut vraiment trouver celle qui vous convient, celle qui vous rend heureux d'aller au travail, et ne pas chercher à se calquer sur les exigences de
machin ou de trucs. Soyez le prof que vous voulez être. Chaque prof est différent. Probablement vous n'allez pas convenir à tout le monde. Je ne conviens pas à tout le monde, j'en suis convaincue. Mais en tout cas moi, je prends du plaisir à faire comme je fais. Et par conséquent je dois aussi, bonne humeur en cours doit quand même avoir un certain impact sur la manière dont ils reçoivent les informations et le cours. Deuxième chose, ne pas prendre personnellement le comportement de certains élèves. Il y a des élèves des fois qui vont mal vous parler, qui vont pas être cool, qui vont faire le cirque, etc. et tout, faut pas le prendre personnellement. Moi je me rappelle très bien que quand j'étais élève, des fois j'étais un peu ingrate avec certains profs et ça n'avait rien à voir avec eux. C'était juste moi et moi. Moi et mon contexte familial, moi et mes frustrations, moi et mon humeur du moment, moi et ma fatigue, moi et plein de choses, mais rien à voir avec le professeur. Bon évidemment ça n'empêche pas de se remettre en question, c'est pas ce que je suis en train de dire. Disons que des fois aussi, quand ça se passe mal en classe, ça peut arriver, il y a des cours ça se passe pas bien, ils sont trop excités, c'est la fin de journée, il s'est passé ci, c'est passé ça, vous êtes fatigué vous-même, bref, ou vous avez dit une connerie, ça arrive, hein. On fait pas que des choses extraordinaires, on se trompe, moi je me trompe constamment. Il faut laisser les problèmes où ils sont, c'est-à-dire dans l'établissement. Faut pas les trimballer chez soi. Quand vous rentrez chez vous, vous allez vous défouler, vous faites une séance de sport, etc. Mais vraiment, vous laissez les problèmes où ils sont et vous les récupérez peut-être le lendemain, c'est pas grave. Mais il faut vraiment pas trimballer les soucis du travail chez soi. Ça vaut pour tout. Qui est au travail, reste au travail. Après, quand vous rentrez chez vous, c'est fini. Et il faut se concentrer sur vous. Troisième conseil, ne pas tout donner dans le professorat. Le professorat, c'est votre métier. Mais être prof, c'est quand même censé être un métier qui te laisse un peu du temps pour tes activités externes. Il faut pas commencer à être un peu zinzin, à vouloir faire des cours parfaits et à mettre toute sa vie, tout son investissement dans le professorat. Je vois trop de profs qui se crament parce qu'ils veulent être parfaits. D'ailleurs, être prof, c'est un peu un métier perfectionniste. Vous voyez, pour être prof, il faut aimer être pointilleux, être rigoureux, préparer des cours, faire des supports, etc. Et il y a des profs, ils font vraiment une surenchère dans la préparation de cours. Ils veulent toujours en faire plus. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible en fait. Surtout les premières années. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Moi, je me concentre sur l'essentiel. C'est censé durer 35 heures et pas plus. Il faut pas vraiment commencer à faire des préparations de cours absolument abouties dès les premières années, etc. Vous avez toute une vie pour faire des cours parfaits. Il faut faire autre chose quand on rentre chez soi. Il faut pas préparer des cours, corriger des copies, remplir pronotes à longueur de temps. Moi, j'avais une devise l'année dernière, vu que je faisais beaucoup de trajets. Je faisais presque 2 heures tous les jours. Quand je sortais du métro, il n'y avait plus de travail. Je n'ai quasiment jamais travaillé chez moi. Quasiment jamais. Ce que je fais en rentrant chez moi, ma priorité c'est mon sport, c'est le concours, et après je vois si je prépare des cours. Pas se faire engloutir par le métier de prof, parce que quand t'es prof, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours préparer plus de supports, des diapos, des ceci, des cela, des machins. Et au bout d'un moment, faut se calmer quoi. J'ai fait prof justement parce que j'ai envie d'avoir une vie à côté. J'ai envie d'aller au sport, j'ai envie d'avoir une chaîne YouTube, j'ai envie d'avoir des projets, j'ai envie d'écrire des articles, j'ai envie de lire pour moi. Bon là cette année c'est compliqué parce que je passe le concours, mais j'ai envie d'avoir mes activités à côté. J'ai pas envie que mon métier ce soit toute ma vie. Sinon je n'aurais pas fait prof, hein. J'aurais fait une école de commerce et j'aurais travaillé dans un cabinet de conseil. Voilà, j'aurais fait des horaires de zinzin, mais au moins j'aurais été payée. Je dis pas préparez pas vos cours, moi je passe un temps quand même considérable à préparer. Et je dis juste qu'il faut modérer ses efforts. Ah, mon œuvre littéraire préférée. J'adore Les Odes et Hurlevent. Très belle œuvre, mais j'aime beaucoup de choses. Hein. C'est difficile de déterminer un préféré. J'adore Édouard Louis. Il va sortir un nouveau livre dans quelques jours qui s'appelle L'Effondrement. Et ça, je vais absolument le lire. Ça a l'air extraordinaire. Bon là, je lis que de la philo. Je lis dans le RER. J'ai 40 minutes de RER aller, 40 minutes retour. Et pendant ce temps, je lis. Je ne fais rien d'autre. Je ne corrige pas de copie. Je ne réponds pas à mes messages sur Instagram. Je ne réponds pas à mes commentaires YouTube. Je lis. C'est mon moment lecture. Mon seul moment de la journée. Mais bon, mine de rien, ça fait au moins 1 heure de lecture. Si tu n'avais pas fait prof, tu aurais fait quel métier? Réfléchis à cette question, je l'ai vu, j'ai réfléchi là depuis 24 heures. Je pense que j'aurais travaillé dans le sport parce que j'ai besoin d'être active dans ma vie, bouger mon corps de manière assez intense. Je pense que j'aurais fait quelque chose dans le sport. Comment tu fais pour être aussi rayonnante? Oh, c'est gentil. C'est vraiment très gentil, merci. Quel ouvrage conseilles-tu pour commencer la philo? Alors oui, très bonne question. Alors, pour commencer la philo, il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà à lire les classiques les plus simples qu'on donne par exemple au terminal. Le Prince de Machiavel, la lettre à Ménécée, le Manuel, les dialogues de Platon, les discours de Rousseau, Descartes, même si Descartes c'est un petit peu plus compliqué quand même, les discours de la méthode. Il y a pas mal d'œuvres qui sont quand même assez accessibles en philosophie. Freud, c'est assez accessible. Mais on peut aussi lire des philosophes contemporains ou des historiens de la philosophie. Donc moi, Luc Ferry, j'adore. Ferry, c'est génial. Vous voyez, j'ai un peu poncé son livre, il est tout abîmé. Ça, c'est génial, mais ça, c'est pour faire de l'histoire de la philosophie. Très bien. Tout ce qui est fait par Luc Ferry, c'est génial et c'est extrêmement accessible. Mais ça, même pour préparer les concours, hein. Vraiment, même pour préparer les concours. Celui-là, il a l'air extraordinaire, Le Sens du Beau. Dès que j'ai fini celui-là, il me reste pas 80 pages. Je vais lire Le Sens du Beau, il y a des images et tout, c'est sur la philosophie de l'art. Il a l'air incroyable. Moi qui adore l'art, ça va être trop bien. Extraordinaire. Commencer la philosophie, préparer les concours. Mais bon, ça, c'est très disciplinaire. Ce qui est dans la philosophie un peu plus contemporaine, on va dire, et qui est un peu plus divertissante, parce que ça, c'est pas divertissant, c'est vraiment l'histoire de la philosophie. Il y a tous les ouvrages de Charles Pépin. Très bon philosophe, grand
grand public. Alors là j'en ai qu'un, mais j'en ai d'autres dans ma bibliothèque, mais je vous mettrai à l'écran. Charles Pépin, c'est très bien, c'est une star sur France Inter, c'est une star de la philosophie contemporaine. Il écrit de manière très accessible en utilisant véritablement des philosophes. C'est un vrai philosophe, c'est pas quelqu'un qui s'improvise philosophe alors qu'il connaît rien. Non, c'est un vrai philosophe, sauf qu'il applique ça à des thèmes un petit peu développement personnel. Il fait un espèce de mélange entre développement personnel, je pense, pour toucher des sujets concrets et des sujets qui intéressent les gens, mais en apportant de la philosophie. Donc là, vivre avec son passé, il a fait les vertus de l'échec, etc. Et pareil, dans le même délire, Claire Marin, que je ne connais pas, il faut que je lise, hein, je ne connais pas, recommandé de part et d'autre. Super, donc là sur les ruptures, il a l'air génial. Malheureusement, j'ai pas le temps de tout lire. Et là, être à sa place, elle a fait plein de choses. Et ça, je pense que c'est hyper thérapeutique, hyper divertissant. Ça doit être un mélange entre l'essai, c'est proche de la philosophie, hein. Prix de l'essai psychologie Fnac. Donc c'est des choses qui sont très accessibles, mais qui, je pense, font vraiment une bonne approche et c'est philosophique. Voilà, il y a aussi un autre livre qui a l'air très accessible que je vais lire. Donc Claire Marin, elle a écrit plein de trucs et Charles Pépin aussi, hein. J'ai que ça dans ma bibliothèque, mais il y a beaucoup de choses. Et moi je vais lire ça aussi, Je t'aime à la philo, je l'ai acheté il y a longtemps. C'est une prof de philo qui l'a écrit. Il y a pas mal d'œuvres de philo très bien vulgarisées et appliquées à un thème concret comme l'amour, le vivre avec son passé, les ruptures, l'échec, etc. C'est génial. Et puis après il y a tout ce qui est essais, par exemple les essais de Mona Chollet, où là par contre vous avez pas que de la philo, mais vous avez de la socio, de la psycho, etc. Les essais c'est génial pour ça, parce qu'il y a une approche philosophique mais pas que, et ça reste des problèmes très concrets. Et enfin, tu t'exprimes très bien, c'est fluide et construit. As-tu des conseils? Oh, bah merci beaucoup. Je parle beaucoup, de par mon métier déjà. Donc ça joue énormément. J'ai toujours beaucoup parlé. Je me suis énormément améliorée ces dernières années, déjà en fait par mon entourage. J'ai radicalement, entre guillemets, changé d'entourage. Enfin, je suis dans un milieu où on s'exprimait assez mal, assez vulgairement, etc. Et mes études, donc déjà mes études, la philosophie, c'est l'apprentissage constant d'un vocabulaire. J'apprends des mots tous les jours. J'ai une note dans mon téléphone qui s'appelle vocabulaire et je mets des mots tous les jours de ma vie. Et puis la philosophie, c'est l'art de trouver le mot juste pour exprimer une idée. La philosophie, c'est exprimer, entre guillemets, l'inintelligible, qui ne se dit pas ce qu'on n'arrive pas à dire. Quelqu'un qui m'a fait un très beau compliment et qui m'a dit « Tu arrives à mettre des mots sur tout », j'étais hyper flattée. Mais c'est ça la philosophie, c'est réussir à exprimer tout ce qui est très difficile à exprimer. Vraiment l'art du mot juste. Et c'est une branche entière de la philosophie que de savoir s'exprimer, que de savoir écrire, que de savoir parler. Alors écrire, je sais pas très bien. Mais parler, j'apprends et je progresse. Et j'ai aussi énormément appris au contact de gens que j'ai rencontrés à la Sorbonne et autres, qui s'expriment de manière extrêmement claire, extrêmement fluide, extrêmement éloquente et juste. Et c'est assez impressionnant. Et ça m'empêche pas d'avoir un vocabulaire à côté très familier dans mon quotidien. Vous m'entendez tout le temps dire zinzin, j'ai d'être ça, c'est la S, etc. et tout. Parce que je trouve, et d'ailleurs ça me vient de mes camarades qui sortaient de Louis le Grand et qui venaient à la Sorbonne, etc., que ce qui est génial, c'est dans son quotidien de pouvoir parler de manière un petit peu familière, parce que c'est marrant, c'est drôle, c'est léger, etc. Moi ça me fait vraiment rire les gens qui parlent de manière un peu familière. Mais d'à côté, en parallèle, être capable d'avoir un registre de langage soutenu, d'avoir un discours construit et rigoureux et clair pour pouvoir passer des messages, de pouvoir passer de l'un à l'autre. Je trouve ça hyper important, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes élèves. Vous pouvez être vulgaire entre vous, faites ce que vous voulez, enfin ça me regarde pas, mais quand vous êtes devant un auditoire, quand vous devez exprimer des idées, soyez capable de le faire, et ce de manière claire et en trouvant les mots justes et appropriés. Voilà, mais ça c'est un vrai travail, ça fait des années que je travaille sur ma manière de m'exprimer et ça se fait un petit peu aussi de manière latente, c'est-à-dire sans que je le veuille. Alors ensuite, est-il compliqué en tant que contractuel d'avoir un job fixe sur la même ville? Alors en fait ça dépend. Quand j'étais en Académie de Versailles en tant que prof de français, j'ai eu 2 contrats dans des établissements différents et j'ai des collègues qui ont changé plein de fois d'établissement dans l'année. Là par contre j'ai signé un contrat à l'année avec un établissement. Je suis pas contractuelle pour l'académie, c'est-à-dire qu'ils vont pas m'envoyer un mois là-bas, un mois ci, un mois là, comme c'était le cas en français. J'ai signé avec un établissement. Donc t'as 2 possibilités, soit passer un entretien avec le rectorat, tu seras vraiment remplaçant, donc tu boucheras les trous on va dire, ou sinon être recruté par un établissement. Et là tu es le contractuel de l'établissement, tu restes dans l'établissement. C'est quoi la question philosophique qui te passionne le plus en ce moment? Je suis désolée, je vais pas réussir à répondre à toutes les questions, il faut que je parte au taf dans 10 minutes. Je sais pas, parce qu'en ce moment je suis un peu aspirée par mes cours, par le concours. J'aimerais bien retravailler sur la notion de la justice. Là c'est un sujet qui me passionne, la justice. La philosophie politique, de la justice, la méritocratie, tous ces sujets-là ça m'intéresse énormément. C'est un peu mes sujets de prédilection, et j'ai fait un mémoire sur la théorie de la justice de Rawls. C'est ce sur quoi j'aimerais bien retravailler, ça je trouve ça extraordinaire. Selon toi, considérant l'époque, quel est l'avenir des relations aujourd'hui, engagement, couple? Alors j'ai un avis assez pessimiste lié à mon histoire personnelle. Je pense que les femmes, qui plus est les femmes qui arrivent à obtenir l'indépendance par leur salaire, leur diplôme, etc., seront de moins en moins en couple. Moi je pense vraiment que, d'ailleurs la natalité, la démographie va en prendre un coup. Je pense qu'il y aura de moins en moins en couple et que la structure du mariage est presque obsolète en fait. Enfin, faut voir nos parents. Quel est le taux de divorce? C'est 1 sur 2, un mariage sur 2. Enfin, presque tous nos parents sont divorcés. Maintenant l'exception c'est les parents qui restent ensemble quoi. Je pense que le mariage, qui est quand même un vestige du christianisme, les
relations amoureuses suivent ce mouvement de sécularisation de la société qui fait qu'on croit de moins en moins en Dieu, qu'on est de moins en moins religieux, etc. Et donc ce vestige religieux qu'est le mariage, j'ai l'impression qu'il perd un peu sa raison d'être. Je pense qu'à l'avenir, on passera peut-être 5-6 ans avec quelqu'un, puis la personne ira ailleurs, et nous on rencontrera quelqu'un. Je pense plus qu'on fera sa vie avec quelqu'un. C'est peut-être triste parce qu'il y a quelque chose de très beau derrière l'idée de construire sa vie entière à côté de quelqu'un, de trouver son âme sœur, sa moitié, etc. Je dis pas que je souscris à cette manière de relationner, hein. Moi franchement j'ai pas d'idée en ce moment. J'ai pas d'idée sur l'amour en ce moment. Maintenant on va vivre des relations un peu sporadiques, alors plus ou moins longues, mais qu'on n'aura plus un partenaire de vie et que le mariage ce sera une structure obsolète. Qui plus est quand tu es une femme indépendante et donc quand tu peux l'être, hein. Évidemment quand tu peux l'être, c'est pas une question de volonté, c'est quand tu peux l'être, quand tu as les possibilités matérielles par tes parents, par ton milieu, etc. Par ton travail, on s'engagera moins auprès d'hommes. Déjà parce que les hommes sont pas très respectueux et qu'il y a un vrai mouvement de libération de la femme, qu'on tolère plus tous ces merdiers qui nous font subir, déjà de 1, et en plus parce que ça va avec l'air du temps vers l'individualisme absolument exacerbé qu'il y a dans notre société. On est des êtres très individualistes et j'en suis l'exemple même, hein. Je suis un vrai produit du capitalisme et de l'économie libérale, hein. Je me vois peut-être faire des petits moments de vie avec un homme, etc. et tout, et je pense qu'à la fin je serai toujours plus ou moins seule dans ma vie, qu'il y aura jamais quelqu'un de très important. Et même honnêtement, ce à quoi j'aspire en ce moment, c'est une relation un petit peu simple quoi. Simple, je partage un bon moment avec quelqu'un le samedi soir, parce que c'est un peu le soir où j'ai le temps, le vendredi, quelqu'un avec qui je peux raconter un peu mes journées, qui me raconte les siennes pour me décentrer de ma vie et me décentrer de moi, quelqu'un avec qui je ressens une forme d'intérêt en termes de désir, etc. et tout, qui m'apporte du bien, qui m'apporte du bonheur, de la passion, etc. Mais je me vois pas construire une relation à deux, parce que je me vois pas orienter mes choix en fonction de quelqu'un, et je me vois pas faire de concessions non plus. C'est un peu triste parce que j'avais pas cette vision de l'amour avant, et peut-être que c'est une perte, j'en sais rien, je sais pas si c'est une perte, je sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal. Est-ce que t'aimes corriger les copies parce que plein de profs détestent le faire? J'avoue que c'est pas très stimulant intellectuellement de corriger des copies, en plus c'est chiant de mettre des notes. Non, c'est chiant. En fait, tu lis jamais quelque chose d'extraordinaire quoi, donc c'est un peu chiant de lire des trucs. En plus les copies là, j'en ai 90 quand je corrige les terminales, et ils écrivent tous la même chose quoi. Donc bon, c'est pas le plus gros fun. Est-ce que tu te prépares pour le semi-marathon de Paris? J'aimerais bien, mais là pour l'instant je vous avoue que j'ai pas envie de me rajouter un truc en plus. Je me dis que les objectifs sportifs ça viendra après le concours, après le CAPES. Bon après le CAPES sur la grecque, mais ça viendra peut-être après. Cette année elle est tellement chargée que je me vois pas réengager dans des trucs sportifs, même si j'adorais honnêtement. Pour l'instant j'ai tellement de trucs à gérer que j'ai pas envie de me rajouter un truc même si c'est du kiff. Là je pense que je suis au bout de tout ce que je peux faire, je peux pas rajouter quelque chose de plus. Et puis j'ai pas l'argent honnêtement, j'ai plus d'argent là pour l'instant. Donc les semi-marathons c'est 70-80 €. Je gagne pas bien ma vie hein, je suis pas payée déjà. Souhaites-tu rester à Paris? Oui, absolument, absolument, absolument. Alors après je m'ouvre quand même un petit peu plus, je me dis si j'ai le CAPES et que je suis envoyée quelques temps ailleurs, et bah ce sera la vie. Mais non, j'adore Paris, je me vois pas vivre une seule seconde ailleurs. Alors là c'est vrai que quand t'es dans un métro boulot dodo c'est un peu chiant parce que tu profites pas de la ville, mais Paris dès que t'as un petit peu de temps libre c'est extraordinaire. Les cafés, les musées, moi j'adore la culture, théâtre, les rencontres. Je ne me vois pas vivre ailleurs qu'à Paris. Vraiment je préfère vivre dans 40 mètres carrés jusqu'à mes 35 piges. Pour ce qui me fait juste chier c'est que j'aimerais bien avoir un chien, donc ça c'est un peu difficile. Mais profiter de la culture parisienne. Moi vraiment la culture, les bibliothèques, etc. C'est que Paris tu peux être seul sans te sentir seul. Parce qu'en fait quand tu es seul dans une ville, je viens de la province, hein, j'ai vécu pendant des années dans un trou. Mon père habite dans un trou, il y a personne, il y a même pas 100 habitants. Il n'y a pas la 4G là-bas. Et donc quand tu vis dans ce genre de village, voilà, non seulement tu fais tout en voiture et ça me fait chier. Mon père pour aller dans la plus grosse ville, on va dire plus grosse ville, il doit faire 30 minutes de trajet aller, 30 minutes de trajet retour, donc déjà ça c'est insupportable. Moi je déteste la voiture. Et en plus, quand tu es seul, tu es seul. À Paris tu peux être seul mais tu vas dans un coworking, dans une bibliothèque, il y a des gens autour de toi. Tu peux être seul mais tu vas à la salle, il y a des gens autour de toi, tu peux un peu discuter, etc. Tu vas au café. Tu te sens jamais vraiment seul à Paris, il y a toujours du monde. Ça j'adore. Ce sentiment d'être seul mais avec du monde autour quoi. On dirait une vieille chanson de rap là ce que je raconte. Moi j'adore en plus aller au cinéma toute seule, au théâtre toute seule, à la Comédie Française, au musée, et je me sens pas seule, il y a toujours du monde autour. Penses-tu parfois que ta relation au sport puisse être nocive, fatigue, addiction? C'est une très bonne question que je me suis posée. Évidemment, j'en fais tellement que je me suis posé cette question. Je crois pas. Alors déjà, faut savoir que ça me fatigue pas tant que ça parce que ça fait des années que je m'entraîne quand même à haute intensité. Alors à haute intensité, je prépare pas des ultra trails, hein. On se met bien d'accord. Oui, je nage, oui, je cours, oui, je vais à la salle, mais des fois je cours doucement, des fois à la salle, je juste faire mes petits abdos avec ma petite bande élastique. Des fois quand je vais à la piscine, je nage juste mais tranquille quoi. Enfin, je suis pas non plus à un rythme effréné. Je cours pas des 20 bornes par jour, pas non plus dans l'extrême. Je soulève pas des 100 kg au hip thrust tous les soirs. Aussi j'ai un rythme de sport qui est intense parce que ça fait des années que je m'entraîne. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'augmente plus mon volume d'entraînement. Je trouve que là je suis pas arrivée au max, mais je suis arrivée au max de ce que je peux faire avec toutes mes activités à côté. Si j'avais pas tout ça, si ma vie était tournée autour du sport, je pourrais faire mieux. Mais là avec toutes mes activités à côté, je ne peux pas faire mieux. C'est déjà très bien tout ce que je fais. Donc je suis pas fatiguée par le sport. C'est au contraire, le sport c'est ce qui me donne de l'énergie. Je suis fatiguée quand je n'en fais pas. Je suis fatiguée, pas bien dans ma peau, pas bien dans mon corps, j'ai plus faim. C'est horrible quand je fais pas de sport. J'ai plus faim, je dors pas.
hyper énervée, tendue, mais vraiment complètement zinzin. Et c'est mon moment de décompression. Quand je fais du sport, mon cerveau, il relâche toutes ces pensées qui sont insupportables. Non, vraiment, c'est un antidépresseur profond pour moi. Vous allez te dire, mais t'en fais des caisses, ma grande. Mais honnêtement, moi, ma plus grande peur, c'est de me blesser. Parce que le jour où je me blesse et je peux plus m'entraîner, emmenez-moi à l'hôpital. Direct, je vais devenir zinzin. Et je suis premier degré. Comment penses-tu gérer ton taf de prof et ceux de youtubeuse à long terme? Très bonne question, mais en tout cas ce sera l'un et l'autre. Je ne serai pas que prof ou que youtubeuse. Mon youtubeuse, autant vous dire que j'ai pas l'opportunité d'être que youtubeuse pour l'instant. Sauf si j'ai envie de gagner 100 balles par mois, ce qui n'est pas le cas. Mais ce sera l'un et l'autre. Je ne pourrai pas être que prof. Parce que c'est les deux ensemble qui me rendent heureuse. Et je me vois pas faire l'un ou l'autre. Vraiment pas. Pour moi, les deux activités sont tout à fait compatibles. La preuve en est, j'ai eu aucun souci avec mes terminales pour l'instant. Au contraire, d'ailleurs, ils s'en foutent. Ils regardent le contenu qui les intéresse eux. Ils regardent TikTok. Ils regardent des TikTok de gens en prison, c'est ce qu'ils me racontent. Ils regardent pas Lorraine Paris parce que c'est même pas du contenu qui leur est destiné. Vous voyez, je pense qu'en écoutant ça, ils se feraient plus chier qu'autre chose. Ils ont 17 ans, 16 ans, bon, quand t'as 16-17 ans, t'écoutes pas le contenu de ta prof de français. Tu regardes 3 minutes et tu fais hihihi, trop marrant, elle a une chaîne YouTube, et après tu next. C'est vrai que par contre, en termes de temps, c'est très compliqué, hein. YouTube, ça me prend mes week-ends. Hein. Je suis un peu plus rapide maintenant sur le montage, etc., mais ça me prend énormément de temps. Donc c'est une vraie question. Je trouverai toujours, je pense, parce que ça m'épanouit énormément de faire des vidéos, et ça m'épanouit énormément d'être prof, et les deux ensemble, c'est l'apothéose. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au travail, quand même, tout de même, parce qu'on a des terminales à gérer, et je vous réponds à la suite après. Hello les amis, me voilà de retour dans mon pyjama. Je pense que si je filme une vidéo sans être dans mon pyjama, je meurs. Il n'y a pas une vidéo sur cette chaîne YouTube où je ne suis pas en pyjama. Ça n'existe pas. En plus, c'est toujours les mêmes. As-tu des caractéristiques physiques que tu voudrais avoir idéalement? Je trouve très bien comme je suis. Je suis pleine de qualités, physique ou pas. Je suis un petit peu défait de toutes ces choses sur l'apparence physique, etc. Je me trouve bien dans mon corps, je me trouve bien dans ma tête. Des fessiers plus rebondis, ouais, j'aimerais un peu travailler mes fessiers à la salle en mode en lourd, etc. et tout, pourquoi pas, mais bon là c'est pas une priorité de vie. Par contre, ce que j'aimerais avoir, c'est un gros cerveau pour retenir tout ce que je travaille. Ça me plairait. Si par caractéristique physique tu entends un gros cerveau plein de neurones, ça je signe. Ah, envisages-tu de faire de la chirurgie esthétique ou tu composes avec tes complexes? La chirurgie, pourquoi? J'ai pas de complexe. Non mais bon, vraiment, je me sens bien avec moi-même, je suis pas la plus belle. On n'a pas besoin d'être la plus belle sur Terre, enfin... Non, je complexe pas, j'ai pas envie de faire chirurgie, alors là, sûrement pas. Déjà parce que si tu fais la chirurgie, tu peux plus faire de sport après pendant un certain temps, donc ça me ferait juste chier. Non, j'ai pas dépensé 10 000 € pour me faire les seins, ou pour me faire des fesses, ou je sais pas quoi. Déjà, j'ai pas d'argent, et puis si j'ai 10 000 €, je ferais même pas mon argent là-dedans. Rigueur, je m'achèterais un chien, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais, mais pas ça. J'achèterais des Pléiades pour mettre dans ma bibliothèque, mais je m'achèterais pas des nichons. Sûrement pas. Ou un nouveau pif. C'est vrai qu'il est un peu gros, mais bon, tout de même, ça va quoi. J'ai de la chance, enfin, franchement, moi je me dis, tous les jours de ma vie, je me lève et je me dis, t'es en hyper bonne santé, t'es intelligente, t'es pleine de capacités, t'es pleine d'envie, t'es dans une situation socio-économique qui te permet de vivre de ta passion, t'as aucun handicap, j'ai quand même une santé mentale qui est assez stable, je suis quelqu'un de pas méchant, je fais pas des trucs chelous, je me dis, ça va quoi, j'ai tout pour moi quoi, enfin, j'ai de la chance quoi, je me lève tous les jours en me disant, mais je suis jamais malade, j'ai jamais un problème de santé physique dans ma vie, j'ai une chance immense quoi. Qu'est-ce que je vais m'amuser à complexer sur des trucs, pas envie. Pas envie, j'ai pas le temps, voilà. C'est le mood de cette année, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Quelle est la décision qui a changé ta vie? Vivre à Paris. Partir vivre à Paris avec mon ex à l'époque. J'étais à Tours, et en fait à Tours j'avais une hygiène de vie dégueulasse, je faisais que picoler. Bon, ceux qui me suivent vous connaissez, je faisais que picoler, je faisais la fête tout le temps, je gâchais ma vie, je nourrissais mes gènes d'alcoolique, j'allais en boîte de nuit, je faisais n'importe quoi, je rentrais à pas d'heure, je claquais tout mon oseille, j'allais au McDo tous les 3 jours. Tous les 3 jours je suis gentille, j'avais pris genre 15 kilos, je me détestais, je détestais tout. J'étais malheureuse. Un jour il y a un homme qui m'a aimée, et cet homme habitait pas à Paris, il habitait en banlieue, à Villejuif. Et j'ai pris mes clics et mes claques et je l'ai rejoint à Villejuif. Villejuif, c'est vraiment la banlieue collée à Paris. Alors avant, c'était vraiment une banlieue de merde, c'est la banlieue du 94 quoi. Mais bon, ça c'est un peu gentrifié. À l'américaine. Ce qui fait que c'est un peu mieux maintenant, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, etc. Vous savez, il y a tous les campus d'écoles qui se mettent en banlieue parisienne, ça coûte moins cher. Donc ça s'est vachement amélioré. Là, ça a changé ma vie parce que j'ai été à la Sorbonne et j'ai découvert un autre monde. En fait, je pensais que Paris c'était inaccessible pour moi, parce que de par ma situation économique et sociale. Mon lycée était à 1 heure de Paris. Moi, j'ai toujours habité à 1 heure de Paris en voiture. Mon père a toujours travaillé à Paris, mais Paris c'était l'inaccessible quoi. Il y avait quasiment personne de mon lycée qui est parti à Paris parce que ceux qui partaient à Paris c'était que ceux qui avaient de l'oseille quoi. Donc on allait tous à Tours, Orléans parce que ça coûtait pas cher quoi. Parce que c'était beaucoup plus accessible pour nous aussi, et puis on se disait qu'on n'était pas capable pour les... Enfin moi je me disais que j'étais pas capable d'aller dans une fac parisienne, etc. En fait tout allait être compliqué, loger ça allait être compliqué, et un jour j'ai saisi cette occasion, bon ça s'est fait naturellement, et ma condition n'a fait que s'améliorer. J'ai vécu pendant 1 an et demi dans 18 mètres carrés avec mon ex. On a vécu ensemble dans 18 mètres carrés, ce qui fait que vous
Comprenez aussi pourquoi j'apprécie vivre seule, et quand je vous dis que j'aime vivre seule et que j'aime être seule, c'est vrai. Tout le monde me dit mais non, gna 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 gna, t'es trop en demande. Et je suis pas en demande. Il y a plein de gens, ils comprennent pas, je crois qu'ils comprennent pas mon humour en fait. Je fais des blagues sur les hommes, je fais des blagues sur mes ex, etc. et tout. C'est des blagues en fait. J'aime vraiment être seule, j'aime vraiment ma vie seule. J'ai vécu pendant 1 an et demi, confinement compris, dans 18 mètres carrés avec quelqu'un. 18. Vous vous rendez compte? Résidence étudiante. Après on a bougé, on a eu un appart un peu plus grand qui était juste à côté, qui faisait 40 mètres carrés, mais le truc c'était un appart, c'était pas un HLM, pas du tout, mais c'était un délire HLM. C'est un appart qu'on payait 1000 balles, mais qui ressemblait à un HLM. Et en fait il était absolument bruyant. En fait on entendait tout. On avait pris un appart pour avoir une chambre, parce que là on vivait du coup dans une seule pièce, et en fait on pouvait quasiment pas utiliser la chambre parce qu'on entendait les voisins. C'est comme si on vivait avec les voisins. En fait il y avait aucun mur quasiment. Vraiment c'était des murs de papier, et on payait ça une fortune. C'était horrible. Enfin vraiment c'était horrible. La chambre était collée au salon de mes voisins. Sauf que mes voisins, vraiment, c'était des gens qui vivaient à 4 dans le 40 mètres carrés avec un bébé, qui faisaient des soirées, et c'était un enfer. Je détestais cet appartement. Enfin, j'ai des bons souvenirs parce que j'ai vécu une belle période en couple, et après je l'ai eu seule pendant 1 an. J'ai vécu des bons moments dans cet appart, mais globalement c'était un enfer quoi. Je serais restée à Tours, ma vie aurait été bien différente. Je serais vraiment pas cette personne-là. Es-tu heureuse? De ouf, j'ai jamais été aussi heureuse. Je suis trop contente. Vraiment. Je vais pas épiloguer, mais je suis trop contente. Je suis très heureuse. Dernière question, et après j'arrête parce que j'ai un article à écrire. Il y a beaucoup de questions sur ma mère, parce que je ne parle jamais de ma mère sur ma chaîne YouTube, et sur mes sœurs. Alors j'ai pas parlé de mes sœurs parce que mes sœurs, j'ai pas envie qu'elles se vexent ou autre. Bon, mais la question qu'on me pose c'est: as-tu une bonne relation avec tes sœurs? Pas vraiment. Elles sont très proches entre elles, mais pas avec moi. Par contre je peux vous parler de ma mère, je fais pas un mystère là-dessus, c'est juste que c'est difficile de mettre des mots sur cette situation, j'en parle jamais parce que pour moi j'ai pas de mère, honnêtement. Elle est encore en vie, hein, mais pour moi c'est comme si elle était pas, et ça fait un moment, je lui ai pas adressé un seul mot depuis des années, totalement rayé cette personne de mon existence. Vraiment, je sais même pas quoi dire. Vous allez dire elle en fait des caisses, mais non pas du tout. Enfin les gens qui me connaissent savent que qu'elle existe pas pour moi, et ce depuis longtemps. Enfin, je sais même pas quoi dire parce que je parle jamais d'elle. La seule fois où j'y pense c'est quand j'ai l'impression que je suis un peu zinzin. La seule chose que je me dis c'est putain j'espère que je vais pas être comme elle en fait. Elle m'a toujours un peu servi de modèle repoussoir en fait. Je crois que j'essaie d'accomplir beaucoup de choses dans ma vie parce que j'ai pas envie de lui ressembler. Ma mère c'est quelqu'un de... Je pense pas que ce soit une personne méchante honnêtement, mais c'est une personne extrêmement torturée et malade dans sa tête. Vraiment malade dans sa tête. Je sais pas comment elle a fait pour mettre au monde 4 enfants et pour que les 4 enfants soient encore en vie. Heureusement qu'il y avait mon père quoi je pense, honnêtement. Je pense pas que c'était quelqu'un qui était apte pour s'occuper d'autres personnes et de petits individus. C'est quelqu'un qui sait pas se gérer et qui vit... En fait je sais pas comment vous expliquer, mais elle vit dans une réalité un peu parallèle en fait. Elle a toujours été mais totalement lunaire, mais lunaire dans un sens extrêmement péjoratif, dans un sens t'as l'impression de voir quelqu'un de fondamentalement dérangé quoi. Les psys qu'on a dû voir, mes sœurs et moi, parce que évidemment quand tu te construis avec quelqu'un de totalement désorienté comme ça te laisse des séquelles assez fortes, ont tous décrété qu'elle avait au vu de ses comportements une pathologie certaine. Je pense qu'elle a vraiment une pathologie d'ordre psychiatrique hein, mais je dis pas c'est névrosé, non c'est bien pire que ça. Elle s'inventait des réalités totalement parallèles, elle est vraiment, je vous jure, extrêmement étrange. Mais quand je vous dis extrêmement étrange, c'est... J'ai toujours eu un profond malaise à ses côtés, et toutes les années que j'ai passées à vivre dans la même maison qu'elle, c'est pas des années heureuses. Je n'ai pas un seul bon souvenir avec ma mère. Elle m'a toujours extrêmement dérangée en fait. J'ai pas l'impression d'avoir eu une discussion pertinente un seul jour avec elle. Je suis peut-être dure et je sais qu'elle regarde mes vidéos, enfin il y a un moment elle regardait mes vidéos. J'ai jamais trop parlé aussi parce qu'elle avait tellement des réactions impulsives, colériques, qui faisaient vraiment peur. Et d'ailleurs des fois je me suis fait peur parce que j'ai eu l'impression d'agir comme elle, et c'est peut-être un peu le cas. Je crois que c'est les fois où je me suis le plus fait peur, c'est quand j'agissais un peu comme elle agissait elle, que j'osais même pas en parler parce que je me suis dit on sait pas ce qu'elle peut faire et à qui elle peut s'en prendre en fait. Donc même là je prends un risque hein, honnêtement, parce qu'elle pourrait, je sais pas, débarquer, faire des dingueries à mon père et tout, faire des dingueries de ouf à mes sœurs, je sais pas. Franchement j'en ai marre qu'on vive tous dans la peur qu'elle fasse quelque chose en fait. J'ai l'impression qu'on a passé notre temps à vivre dans la peur qu'elle fasse quelque chose contre quelqu'un. Elle a fait des trucs horribles, inhumains, inimaginables, des trucs mais terribles. Mon père franchement mais je sais pas que mon père a pas sombré dans la folie, vraiment, parce qu'il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi devenir fou mais je pèse mes mots. Je pense pas qu'elle soit fondamentalement méchante, mais juste c'est quelqu'un qui a des pathologies, qui doit se faire soigner quoi, mais sauf que ça fait des années que elle se fait pas soigner. Elle était alcoolique, drogue, clope, totalement matrixée avec son poids, elle est totalement anorexique, mais genre anorexique ça en devient extrêmement dégoûtant en fait. Un squelette, elle est torturée au possible, elle est torturée de A à Z, et j'aimerais avoir un enfant, je crois que j'aimerais avoir un enfant, mais avant il faudrait que je défasse de toutes ces horreurs, parce que je pense que quand t'as un enfant, tu te retrouves projeté dans ta propre enfance et tous les souvenirs que t'as oubliés te refont surface à la gueule. J'ai longtemps été persuadée que je pourrais pas être mère parce que j'ai trop peur d'être comme ça en fait. J'ai trop peur d'être comme elle a été. Elle me mettait des torgnoles, j'ai des souvenirs de elle qui me mettait des torgnoles à des claques, j'en ai pris un. Avec ma mère, on a passé notre temps à se hurler dessus et presque à la fin à se battre. On se supportait pas. Vraiment conduit à prendre mes clics et mes claques et à me casser le plus vite possible. À 16 ans, j'ai été à l'internat et ma vie a commencé quand j'ai vécu à l'internat avec mes copines. C'est là que j'ai commencé à souffler. J'étais très mal, très mal dans la maison en compagnie de ma mère. C'était une souffrance. Bon.
Voilà. Pourquoi j'en parle pas? Parce que bah, ça n'a aucun intérêt, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On choisit pas ses parents et j'ai de la chance, j'ai un père extraordinaire, j'ai des sœurs qui sont très gentilles et brillantes, j'ai des amis, je suis à peu près normale. Bon, je vais vous laisser ici, je vais aller écrire mon satané article, ça me stresse, ça me fait une charge mentale de ne pas l'écrire alors que ça me mettrait, allez, 2-3 heures max à le faire. Je vais essayer de travailler au moins 1h30 dessus. Et voilà. Je vous remercie pour toutes vos questions, je suis désolée si je n'ai pas répondu à tout, mais il faut pas que vous sachiez tout sur moi sinon vous allez arrêter de regarder mes vidéos. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine.